Merci d'être venus nombreux à cette conférence consacrée au solaire photovoltaïque en copropriété. Alors aujourd'hui, les panneaux solaires, photovoltaïques, dans notre imaginaire, c'est plutôt des projets industriels ou des maisons individuelles. Mais il faut savoir que c'est possible et c'est de plus en plus courant d'en installer en copropriété. Alors justement, l'Agence parisienne du climat, elle propose cette conférence, mais aussi de nombreuses ressources sur son site internet, l'agenceparisienne-du-climat.com, ainsi que coachcopro.com. Dans le cadre du salon Forum Habité Durable, il y a d'autres acteurs qui parlent du photovoltaïque et de l'électricité, comme Enercop, qui est un fournisseur coopératif et qui pourrait être intéressant si vous voulez discuter des différentes offres d'énergie, ou Enerev, qui est un installateur et un bureau d'études travaillant sur le photovoltaïque en copropriété. Donc, bonjour Thierry. Bonjour Lucas, merci de me recevoir. Je suis directeur du développement chez Enerev et on est implanté en région parisienne et on travaille sur des copropriétés en Île-de-France et plus largement aussi tout ce qui est au nord de la Loire. Et un grand merci aussi à Énergie Partagée, en particulier Morgane, qui est une association qui s'occupe de projets photovoltaïques citoyens. Oui, donc bonjour tout le monde. Donc moi je m'appelle Morgane. Je représente aujourd'hui donc l'association Énergie Partagée qui accompagne, développe et finance des projets d'énergie renouvelable pour le territoire par des citoyens ou des collectivités locales qui ont envie de se réapproprier la production d'énergie renouvelable sur leur territoire. Donc les objectifs de production d'énergie renouvelable et de récupération au sein de la ville de Paris, ils sont ambitieux et ils ont un objectif de maîtriser des coûts et d'aller vers une plus grande autonomie énergétique. On sait que l'effort portera principalement sur la production de chaleur renouvelable. Cependant, avec 20% d'énergie renouvelable et de récupération produite directement dans Paris Intramuros en 2050, le photovoltaïque a une place toute particulière dans cet objectif. Et donc, avant de donner la parole à nos intervenants, nous souhaitions faire une précision importante. Quand on parle de panneaux solaires photovoltaïques, de quoi parle-t-on ? Eh bien, en fait, il y a deux grands types de panneaux solaires qu'on peut poser, soit le solaire thermique, soit le photovoltaïque. Le solaire thermique, il sert à produire de la chaleur, et il y a un fluide caloporteur qui se situe au sein de ce panneau solaire et qui va alimenter différents réseaux, soit de l'eau chaude sanitaire, soit le chauffage. Alors que nous, on parle aujourd'hui du panneau photovoltaïque qui permet de produire de l'électricité, et ça grâce à une présence de cellules photovoltaïques. Mais alors, Morgane, c'est quoi les avantages d'installer des panneaux solaires photovoltaïques ? Alors moi, je vais surtout avancer sur les avantages d'un projet photovoltaïque citoyen. Mais il y aura aussi des avantages qui regroupent l'ensemble des projets donc d'installation de panneaux photovoltaïques. Donc le premier avantage quand même, c'est déjà de maîtriser ses factures énergétiques. Du coup, c'est vrai qu'en installant des panneaux sur le toit de votre copropriété, vous savez du coup quel investissement vous faites et vous savez quel productible va être mis en place. Donc ça vous permet de maîtriser ce coût-là. Souvent, on ne le sait pas, mais la production d'électricité que l'on va pouvoir ensuite auto-consommer dans le bâtiment, dans les parties communes, ou aussi voir comment est-ce qu'on peut les répartir entre les différents copropriétaires, ça permet d'obtenir une meilleure note donc sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Là, je vous parle d'un avantage par rapport au projet citoyen qui n'est pas des moindres. C'est que si vous faites appel à un collectif d'énergie citoyenne pour installer des panneaux photovoltaïques, ils vont pouvoir le faire en tant que tiers investisseur, c'est-à-dire que ce n'est pas la copropriété qui investit dans le projet, mais c'est bien cette société citoyenne qui portera le coût de l'investissement. Et en plus de porter le coût, en fait, cette société citoyenne, elle va en fait gérer le projet de A à Z, des pré-études jusqu'au développement, en passant par le suivi de chantier, mais aussi du coup le suivi de l'exploitation tout au long de l'installation, jusqu'au démantèlement, en tout cas la fin de vie de l'installation. Le fait d'avoir cette vigilance citoyenne, c'est pourquoi est-ce qu'en fait, là je reviens un tout petit peu sur qu'est-ce que c'est qu'un projet citoyen.
Donc ce sont des citoyens qui ont envie de se réapproprier la production d'énergie citoyenne sur leur territoire et de cette manière en fait avoir un geste très concret en produisant des énergies renouvelables afin de se sortir des énergies fossiles. Donc ces citoyens-là, ils ont à cœur que ces installations fonctionnent le mieux possible. Donc on va avoir une vigilance citoyenne tout au long de l'installation, tout au long de l'exploitation, pour s'assurer qu'elles produisent le mieux possible. Et puis il y a aussi d'autres avantages dans cette démarche citoyenne, c'est que on va avoir à cœur de maximiser les retombées économiques, sociales et environnementales des projets. Il faut savoir que un projet d'énergie renouvelable, il y aura toujours un impact. Une société citoyenne d'énergie renouvelable, elle va essayer de limiter au maximum tous les impacts. Là, vous aurez, je crois, la possibilité de récupérer toutes les diapositives. Vous retrouverez du coup l'ensemble des avantages des projets d'énergie renouvelable citoyens, mais je viens déjà de vous en évoquer pas mal, donc on peut passer cette slide. Donc maintenant qu'on a compris en effet qu'il y avait un intérêt à ce qu'il y ait un projet citoyen autour du photovoltaïque, mais alors c'est quoi les étapes essentielles pour monter un projet ? Je vais vous donner en 5 étapes assez rapidement résumées quels sont vraiment les jalons importants. Nous, la première étape chez NREV, ce sera de vous poser la question dites-moi comment vous consommez et on vous dira comment vous faire auto-consommer. Donc c'est déjà récupérer vos factures, éventuellement avoir votre consentement pour récupérer auprès d'Enedis avec votre compteur intelligent, parce que globalement, tout le monde est maintenant équipé d'un compteur intelligent. C'est récupérer auprès d'Enedis les 12 derniers mois de votre profil de consommation, au pas horaire, au pas heure, et qui nous permettrait finement de savoir comment vous consommez et quel va être le retour économique de votre autoconsommation. Dans une deuxième étape, une étude économique, technique avant, qui est extrêmement aussi importante, c'est de s'assurer que l'étanchéité ou la toiture en tant que telle peut recevoir. Certains types de toitures sont compliqués. Par exemple, si c'est du zinc, a priori, il faut oublier pour le moment. Si vous êtes sur des toits terrasses gravillonnés ou avec goudronnés, là, c'est plus s'attarder sur quel est l'âge de l'étanchéité et éventuellement faire une étude d'étanchéité par un étancheur. Et s'il y a des doutes sur la structure, sur le fait que la charpente ou la structure béton puisse porter, pareil, nous on fait appel à un bureau d'études structure externe qui vient valider le fait que globalement on parle de entre 10 et 15 kilos au mètre carré pour une installation solaire. Et que le toit est apte à recevoir. Dans une troisième étape, il y a les démarches administratives. Et ça fait l'objet d'une déclaration préalable en mairie, qui peut éventuellement aussi passer chez les ABF pour si votre logement, la copropriété, est situé proche d'un bâtiment historique. Il y a aussi une demande de raccordement à faire auprès d'Enedis. Donc ça, ce sont des démarches dont nous assurons la charge, qui s'étendent entre 1 et 3 mois. 1 mois pour la déclaration préalable, et puis la demande de raccordement, ça dépend, mais ça va jusqu'à 2 mois. Voilà. Donc en 3 mois, vous pouvez avoir les démarches administratives effectuées. Ensuite, on assure la pose, le raccordement évidemment au réseau, la mise en service et le passage du consuel qui s'assure que l'installation électrique est bien conforme aux normes, qu'il n'y a pas de danger électrique, etc. Et enfin, une 5e étape qui est, la supervision pendant l'exploitation, donc s'assurer que, donc monitorer que l'énergie est bien produite, est bien injectée, et puis une maintenance annuelle qu'on recommande annuelle, au moins sur la partie électrique, sur la partie mécanique aussi, s'assurer que de la bonne fixation, par exemple, des panneaux solaires, etc. Et peut-être tous les 3 ans, un lavage. Mais bon, dans les régions où on est, il y a suffisamment d'eau, de pluie, je veux dire, pour que les panneaux soient lavés. Voilà. Sauf si vous êtes à côté, par exemple, d'une usine ou quelque chose comme ça, où il y a de la poussière qui pourrait se déposer. Sinon, c'est tous les 3 ans. Merci. Donc, vous voyez qu'il y a des étapes clés techniques, mais il y a aussi des étapes
clés au sein de la copropriété. Et ça, j'imagine que vous le savez, c'est pas toujours si facile de porter des projets ambitieux. Oui, du coup, on va en effet essayer de voir du coup comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en place donc dans un projet donc en copropriété. La première phase, donc la première année, il va y avoir donc cette phase de réflexion, donc de projection d'un projet photovoltaïque, et donc il va falloir regarder si on a bien le potentiel solaire. Potentiellement, vous allez prendre rendez-vous avec votre ALEC pour aussi essayer de comprendre si le potentiel solaire est suffisant. Si on est dans le cas d'un projet citoyen, vous serez déjà du coup en contact avec une société d'énergie citoyenne qui pourra aussi vous aider dans cette première phase-là. Après rapidement, donc c'est la réunion du conseil syndical qui va pouvoir décider de se lancer dans le projet et de lancer la consultation de professionnels. Là, nous, ce qu'on recommande vivement et le plus en amont. Voilà, en fait, d'abord, il faut, pour pouvoir passer en AG, il faut qu'il y ait quelque chose à présenter. Donc, l'idée, c'est déjà pour le conseil syndical d'aller faire cette consultation des professionnels potentiels. Et donc nous, ce qu'on préconise, et justement c'était le point, c'était le plus en amont de l'assemblée du vote en assemblée générale. Il faut justement réunir les informations pour essayer de lever au maximum les réticences et les inquiétudes par rapport au projet. Donc voilà, il y a quand même tout ce travail préparatoire qui est important. Essayer d'avoir au maximum les éléments techniques, économiques, juridiques pour assurer un vote positif. Donc la première année, on va aller porter déjà en assemblée générale le vote pour l'étude, qui selon la copro, on va plutôt être sur un ordre d'idée de 1000 à 1500 euros. Il va ensuite y avoir cette année cette année 2, suite à l'Assemblée Générale numéro 1, le Conseil syndical et le bureau d'études qui vont travailler ensemble et potentiellement, si on est dans le cadre d'un projet d'énergie citoyenne, avec la société citoyenne aussi, pour valider la faisabilité technique et la viabilité économique du projet. Et puis on arrive à l'année numéro 3, donc on voit que ça prend quand même un certain temps, mais il faut prendre le temps de ces étapes-là. Pour le vote en assemblée générale cette fois-ci pour lancer vraiment le projet et faire le choix d'un maître d'œuvre ou d'une entreprise pour le faire. Donc si c'est le cas d'une société citoyenne, ça sera décidé également à ce moment-là. Et il y aura d'ailleurs 2 choses qui seront décidées si c'est avec une société citoyenne. Le fait que ce soit en tiers investissement, il va falloir faire aussi voter une deuxième résolution qui concernera le contrat de location pour pouvoir installer les panneaux photovoltaïques qui resteraient du coup à ce moment-là la propriété de la société citoyenne. Ensuite, on continue donc dans cette année 3 avec la réalisation. Donc ça, on reprend un petit peu toutes les étapes que tu venais d'expliquer, Thierry. Donc pour la réalisation, pour les procédures administratives, la réalisation des travaux et on va jusqu'au bout avec la fin des travaux, le suivi et la maintenance, comme tu l'expliquais juste avant. Une petite dernière précision, mais qui a son importance, liée à la loi APER de mars 2023, donc la loi sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Il faut savoir que l'installation de panneaux solaires, que ce soit d'ailleurs thermique ou photovoltaïque, même si aujourd'hui on s'attarde sur le photovoltaïque, ça relève désormais de la majorité simple pour le vote. Donc, ce qui permet d'obtenir quand même beaucoup plus facilement le vote en assemblée générale. Voilà pour cette partie. Merci. Donc, on a bien compris qu'il y avait quelques étapes, mais rien d'impossible. Mais souvent, on nous pose la question, combien ça coûte? Est-ce que c'est finançable? Ah oui, désolé. Je le mets. Tu veux? Désolé. J'ai pas... Oui, donc désolé, je reprends. Par conséquent, c'était pas la bonne question. C'est en effet comment, par contre, on continue d'impliquer notre copropriété là. Oui, donc là, je continue en effet. Donc, si cette dimension citoyenne est quelque chose qui vous parle pour votre copropriété,
il va y avoir quelques prérequis pour que ce projet se fasse, puisque avant tout, en fait, un projet d'énergie citoyenne, c'est un projet humain. C'est une aventure qui doit impliquer des personnes. Donc nous, ce qu'on préconise avant tout, c'est qu'il y ait 2 à 3 personnes, ça peut être plus bien sûr, mais voilà, un minimum de 2 à 3 copropriétaires qui ont envie de se lancer dans cette aventure et rejoindre un collectif d'énergie citoyenne existant. On en a plus d'une vingtaine en région Île-de-France, donc vous prouverez certainement votre bonheur autour de chez vous. Et les autres prérequis qui sont plus techniques, il va falloir quand même évaluer très rapidement le potentiel solaire de la toiture, et ça c'est quelque chose que on fait gratuitement avec justement l'accompagnement d'un collectif d'énergie citoyenne. On va chercher à auto-consommer cette production d'énergie électrique. Donc, il va aussi falloir assez rapidement évaluer le besoin en électricité. Et j'ai aussi mis en chauffage collectif, mais ça c'est une petite parenthèse parce que c'était pas notre sujet du jour, mais tout simplement pour vous dire que les projets d'énergie citoyenne, ça concerne aussi la chaleur renouvelable. Donc, par exemple, du solaire thermique, mais aussi de la géothermie, ce qui sont les deux postes d'énergie renouvelable les plus fréquents pour les copropriétés. Et enfin, ça c'est un peu le retour d'expérience que je peux vous faire par rapport à ce qui se passe dans le réseau Île-de-France, mais aussi ailleurs. Pour qu'un projet photovoltaïque fonctionne en copropriété, il va falloir la plupart du temps vraiment l'inscrire dans un plan de travaux de rénovation globale, parce que vous savez que c'est très lourd et qu'il y a beaucoup d'étapes à passer. Donc ça vaut vraiment le coup de mettre ça en bout d'un projet global et pas forcément de ne gérer que ça. Après, si vous n'avez plus que ça à faire dans votre copro, tant mieux et c'est très chouette. Mais voilà, on préconise plutôt de voir ça de manière plus globale. On prendra les questions après, madame. Et donc, je reprends ce que je disais précédemment, mais alors parfois, il faut convaincre ces copropriétaires, et souvent, l'aspect économique, c'est un aspect qui est important. Et donc, Thierry va nous expliquer comment. Oui, donc là, on va s'attarder un peu sur les différents modèles économiques. Que faire de ce revenu, comment le valoriser. Et pour ça, il y a trois schémas, dont 2 sont a priori ceux vers lesquels vous allez vous orienter et qui ont du plus de sens selon moi. Donc le premier, c'est l'injection totale. C'est le fait de dire que donc finalement vous créez un compteur complètement indépendant en fait, qui sera le compteur d'injection de votre toiture solaire, donc il y a un raccordement à Enedis, vous créez un nouveau compteur et derrière vous allez signer un contrat de vente d'électricité avec EDF obligation d'achat pendant 20 ans. Ça c'est globalement un modèle qui va tendre à disparaître et qui va un peu à l'encontre de l'esprit quand même du solaire décentralisé, solaire photovoltaïque décentralisé, qui veut qu'on produise localement, et donc l'idée c'est quand même de consommer le plus localement possible. Il n'y a rien de plus logique que de consommer dans les parties communes, les parties privées, que ce soit votre maison, que ce soit une entreprise ou que ce soit une copropriété, comme c'est le sujet aujourd'hui. Donc passons aux deux autres modèles. Il va y avoir l'autoconsommation individuelle. Donc là, de manière automatique, on va se dire, parce que c'est une copropriété, ce sera une autoconsommation derrière les parties communes. Donc derrière le compteur des parties communes, ça peut être un ou plusieurs compteurs. L'idée, c'est de baisser les charges de vos parties communes, les charges électriques. Aujourd'hui, on a de plus en plus de bornes de recharge de véhicules électriques. Il y a aussi les ascenseurs. Il y a aussi un certain nombre de fonctionnements qui fait que c'est pertinent de se poser cette question. Et puis le schéma autoconsommation collective cette fois, où toujours physiquement l'installation sera derrière le compteur des parties communes, mais on vient créer une opération d'autoconsommation collective avec les parties privées. Donc chacun des compteurs, des copropriétaires s'ils le souhaitent, peuvent rejoindre cette opération d'autoconsommation collective. Et donc là, on vient répartir le surplus qui n'a pas été consommé par les parties communes entre les différents copropriétaires. Et donc là, on peut avoir, la logique voudrait qu'on soit sur une répartition au tantième, puisque l'investissement a priori sera porté au tantième. Après, on peut imaginer vraiment toutes les clés de répartition et les configurations possibles
parce que certains ne voudront peut-être pas consommer, parce que certains ont plus d'appareils et veulent consommer d'une manière différente. Donc voilà, je donne le cadre et après vraiment les clés de répartition sont à discuter en copro avec nos TRED aussi. Encore une fois, l'idée c'est de maximiser l'autoconsommation de la copropriété et puis des parties privées dans la copropriété. Je continue. Donc pour faire un focus, mais j'en ai déjà du coup un petit peu parlé, mais sur les opérations d'autoconsommation collective, donc ce qu'on appelle ouverte. Elle est ouverte à partir du moment où il y a plusieurs personnes morales à l'intérieur de cette opération d'autoconsommation collective. Donc en l'occurrence, là il y a un syndic avec des parties communes et puis chacun des copropriétaires qui sont chacune une personne différente. Donc pour ça, vous allez devoir créer une PMO, ce qu'on appelle une personne morale organisatrice pour gérer un petit peu cette opération. Cette PMO, elle peut avoir différentes structures juridiques. Ça va de l'association jusqu'à la société. Pour une copropriété, celle qui fera peut-être le plus de sens, à condition d'en modifier les statuts, c'est d'aller de porter ça à l'intérieur du syndic. Donc sur l'investissement, j'en ai déjà parlé, mais c'est l'idée de dire qui va payer, qui va porter l'investissement, et dans ce cas-là, qui va en être rétribué aussi. L'idée qu'on investit dans une installation solaire, c'est derrière d'autoconsommer, et la réduction, enfin ce que vous ne payez plus à EDF ou à votre fournisseur d'électricité, pour rester pas de marque, votre fournisseur va venir rentabiliser plus ou moins rapidement votre investissement. Et concrètement, au fil, une fois que l'opération elle a été mise en place, pendant la vie de l'opération, il y a un enjeu de refacturation tout au long et de manière mensuelle. S'assurer que faire la réconciliation entre ce qui a été produit d'un côté et ce qui a été consommé de l'autre, et suivre la clé de répartition qui a été choisie par le syndic. Donc si c'est au tantième, refacturer au tantième par exemple. S'il y a une personne tierce, on pourrait imaginer aussi, vous avez en pied d'immeuble un supermarché ou un cabinet médical, voilà, et vous faites un contrat de gré à gré avec lui, dans lequel vous allez vendre un certain tarif, ce surplus d'électricité. Ce qui a sûrement un avantage pour vous parce que vous allez vendre à un bon prix, et un avantage pour lui parce qu'il l'achètera moins cher que ce qu'il achète auprès de son fournisseur. Merci. Maintenant, on va passer peut-être à quelques idées, d'exemples pour vous dire que c'est possible. Oui, et juste peut-être pour revenir sur cette notion donc de PMO, de personne morale organisatrice, nous au niveau donc des projets citoyens, en fait, on est en train de créer donc une personne morale organisatrice régionalisée qui donc permet justement de bénéficier un peu de l'expérience de comment est-ce qu'on monte cette opération-là, quelles sont les clés de répartition comme tu disais, et de voir aussi quel type de client on veut mettre donc cette électricité qu'on va vouloir du coup autoconsommer, à quel client on s'adresse, quel type de tarif aussi est-ce qu'on met en place. Donc voilà, ça c'est toutes les questions où Énergie Partagée donc accompagne les collectifs citoyens dans ces démarches-là pour se poser les bonnes questions, et souvent en fait c'est des questions éthiques, de savoir justement le tarif. Ça c'est avant tout une question éthique qu'on doit se poser, et c'est des choses sur lesquelles on peut intervenir. Énergie Partagée, donc moi je représente aujourd'hui le réseau Île-de-France, mais c'est plus de 400 projets citoyens partout en France. Et aujourd'hui, nous, c'est une réalisation donc de 28 projets qui sont en Île-de-France. Et aujourd'hui, avec 8,6 mégawatts crête en fonctionnement, principalement en solaire photovoltaïque, mais on intervient aussi donc sur d'autres types d'énergie renouvelable, que ce soit en électrique avec par exemple de l'éolien, mais aussi du coup en chaleur renouvelable avec bien sûr de la chaleur bois, de la méthanisation, de la géothermie, du solaire thermique, etc. Et aussi, on a quelques projets en cours à Paris. Alors oui, effectivement, j'ai décidé de vous présenter 2 projets en copropriété. Donc un premier dans le 18e,
Comme vous pouvez le voir, c'est un bâtiment plutôt moderne, qui a une dizaine d'années, avec un toit terrasse. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais là, on est sur une solution lestée, c'est-à-dire qu'elle est finalement démontable. Il faut pas c'est pas l'idée de le démonter tous les ans, mais s'il y a un moment par exemple, vous avez une étanchéité qui a 10 ans, vous installez une installation solaire. Aujourd'hui, c'est 30 ans, hein. 30 ans de durée de vie. Donc, il faut évidemment que ce soit un peu en corrélation entre l'étanchéité ou l'état de la toiture et puis la durée de vie de l'installation. Le lesté, en l'occurrence, permet ça nous permet l'option en fait de pouvoir la démonter à un moment pour refaire une étanchéité et puis le reposer. Donc, succinctement, je vous présente ce projet. C'est environ 46 modules, 100 mètres carrés sur une toiture dans le 18e, ce qui représente environ 20 kW crête. Là, l'idée, c'était d'abord donc pour les parties communes d'autoconsommer. En l'occurrence, on a donc 55% de la production de cette installation solaire sera autoconsommée. Parce que je ne suis pas rentré dans le détail, mais évidemment les parties communes, elles sont utilisées en partie le matin, en partie le soir. C'est de l'éclairage, donc pas forcément quand il y a du soleil. Il faut vraiment s'assurer que c'est aussi en corrélation. C'est ce que je vous disais au tout début. Dites-moi comment vous consommez et je vous dirai comment autoconsommer. Si vous consommez que la nuit, a priori le solaire ne sera pas la solution. Donc là, on arrive à atteindre un taux d'autoconsommation de 55%, ce qui est pas mal. Et un taux d'autoproduction, c'est la couverture du besoin sur une année. J'ai une consommation, en l'occurrence, de 46 MWh, une production de 23 MWh, et donc ça va couvrir un peu moins d'un tiers des besoins. Et donc l'idée, c'est dans un second temps d'aller chercher le surplus. Donc aujourd'hui, il y a encore 45% de surplus qui est vendu à un certain tarif, qui est de moins en moins compétitif avec EDF obligation d'achat. Et l'idée, c'est de créer cette opération d'autoconsommation collective avec les parties privées. Pour que l'ensemble de l'énergie en fait soit redistribué à l'ensemble des copropriétaires selon une clé de répartition qui reste encore à définir, mais a priori on partirait sur les tantièmes. Et donc voilà. Et on a un temps de retour projet qui est quand même assez intéressant, qui peut d'ailleurs diminuer encore parce que là, dans cet exemple, 9 ans, c'est avec une vente de surplus à EDF qui est à 7,6 centimes. Si demain on arrive à créer cette opération d'autoconsommation collective et faire consommer chaque copropriétaire, on va réduire ce temps de retour projet parce que l'économie en fait générée est beaucoup plus importante que ces 7 centimes. Et je passe au dernier exemple, dans le 13e aussi, qui est un cas un peu différent, où il y a un supermarché en pied d'immeuble. Donc ces supermarchés, c'est très intéressant parce qu'il fait du froid toute la journée. Enfin, la journée et la nuit. Et encore plus en été quand il fait chaud. Donc c'est assez synchronisé avec le solaire. C'est pour vous montrer qu'il y a un exemple aussi, ou un cas d'usage, où vous pouvez venir alimenter vos parties communes en premier lieu. Hein, il faudra toujours mettre au premier rang l'autoconsommation derrière le compteur parce que vous allez vous éviter les taxes d'acheminement, etc., etc. Et une fois qu'on a consommé tout ce qu'on pouvait consommer derrière le compteur, c'est aller trouver le client le plus pertinent, j'allais dire. Alors, en premier lieu, en second lieu, du coup, ce sera sûrement les copropriétaires. Et après, éventuellement, comme je le disais, vous avez une maison médicale en pied d'immeuble, enfin un cabinet médical plutôt. Vous avez un supermarché, vous avez un bureau qui globalement fonctionne dans la journée. Ça peut avoir un intérêt de se dire, ok, on va créer une opération d'autoconsommation collective avec ces profils-là, qui par ailleurs auront tendance aussi à consommer plus dans la journée qu'en soirée. Donc ça peut être très pertinent d'un point de vue économique. Et succinctement, je vais pas passer tous les chiffres parce que je pense qu'il faut qu'on passe aux questions. Mais là, pareil, on est à peu près sur. Il faut envisager, 100 mètres carrés de toiture à Paris disponible, hein, parce qu'il y a la surface utile. Il faut se rappeler que vous avez des gaines parfois qui ne permettent pas d'installer des panneaux solaires. Vous avez des cheminées avec de l'ombrage, etc., etc. Enfin, ça, c'est des choses qu'on voit à l'étude, au dimensionnement. Et voilà. Globalement, l'appareil, c'est à peu près un tiers d'autoconsommation, un tiers de couverture des besoins. Et comme je disais, on a la chance, sur ce cas-là, d'avoir un supermarché qui consomme énormément annuellement.
Voilà. Merci. Et juste pour vous rappeler que l'Agence parisienne du climat elle lance un nouvel accompagnement. On a lancé déjà un appel à manifestation d'intérêt pour vous aider à réfléchir à un projet d'installation photovoltaïque. Donc on pourrait proposer une étude d'opportunité qui permet d'identifier un peu les écueils et les potentiels de production sur vos toitures de manière gratuite. Et après, vous référez s'il y a un potentiel important de votre projet vers certains de nos partenaires pour vous accompagner à mettre en place ce projet. Si ça vous intéresse, on a un stand à l'espace France Rénov et à l'Agence parisienne du climat pour répondre à vos questions plus précises. Mais on va d'ailleurs passer aux questions de l'Assemblée. Oui, bonjour. Je voulais savoir, vous avez dit qu'on pouvait l'intégrer dans un plan de travaux, dans une rénovation globale, bien sûr, mais est-ce que ça peut être mis dans le PPT, justement, d'emblée? Dans le, pardon? Le PPT, le plan pluriannuel de travaux. Oui, tout à fait. Oui. Bonjour, messieurs, dames. J'ai deux questions. Quel est l'intérêt du PMO? Parce que nous, on a une grosse copropriété qui a beaucoup de consommation, des moteurs, la VMC, etc. Ce sera toujours consommé à 100%. Donc, simplement, on veut déduire de notre consommation la production d'énergie solaire. Puis j'ai une deuxième question ensuite pour madame. Quel est l'intérêt de passer par un collectif? Parce que moi, je découvre, je pensais qu'on passait par une entreprise, on payait, mais je savais pas que ça pouvait être financé par l'extérieur. Par contre, j'ai compris qu'il faut ensuite payer une location. Hein. C'est pas tout gratuit. Bon, vous pourrez m'expliquer après. La première question pour le PMO là. Alors je commencerai. Effectivement, si vous avez suffisamment de consommation derrière un compteur et tout dépend du dimensionnement en fait de l'installation solaire que vous aurez. Si tout est consommé globalement derrière le compteur, tant mieux. La PMO c'est plus un organe, une structuration juridique qui c'est par la loi, la régulation en fait auprès d'Enedis et pour regrouper en fait consommateurs et producteurs, il faut créer une entité. Voilà. Attendez, je vous donne le micro, monsieur, pour que... C'est transparent, c'est fini. On n'a plus à faire un Enedis. En fait, c'est un organe qui permet aussi d'avoir des règles. En fait, ces clés de répartition, par exemple, c'est l'enjeu de... Voilà, mais là, encore une fois, vous êtes sur un exemple où vous êtes derrière un seul compteur. Vous avez un seul compteur. Voilà. Donc c'est ce que je montrais en fait. Il y avait vraiment 3 modèles. Là, vous serez sur le modèle du milieu en autoconsommation, ce qu'on appelle individuel, sous-entendu derrière un seul compteur. La question de la PMO se pose quand on est sur une opération d'autoconsommation collective et ouverte par ailleurs, où il y a plusieurs compteurs. Voilà. Peut-être on peut revenir sur le slide Ouais. qui est rebalayé en fait. Donc oui, quels sont les avantages? Ça va être, comme je vous disais, donc de maîtriser les factures énergétiques, obtenir un meilleur DPE. Et après, ce qui est vraiment spécifique du coup à l'énergie citoyenne, c'est que vous allez bénéficier d'un tiers investissement. Donc pour une copropriété qui ne pourrait pas forcément avancer ces fonds-là, mais qui aurait quand même envie d'aller au bout de la démarche jusqu'à la production d'énergie renouvelable, là c'est quand même un intérêt supplémentaire. Et puis après, c'est la phrase, la dernière phrase, les avantages économiques, sociaux et environnementaux. Ce que je vous disais, donc l'énergie citoyenne, c'est avant tout une aventure humaine. C'est quand même des personnes, des bénévoles qui ont envie d'avoir une action concrète pour leur territoire, sortir des énergies fossiles et du coup décider d'investir dans des projets d'énergie renouvelable et qui ont envie du coup d'apprendre, de développer et de maîtriser des projets de ce type-là. Donc voilà, ça fait partie un peu des quelques avantages et puis après on pourra bien sûr en discuter si vous souhaitez. J'ai un t-shirt orange donc normalement je suis à peu près repérable. Une question rapide pour aller plus loin. Comment est-ce qu'on trouve justement, est-ce qu'il y a un annuaire, un répertoire qui répertorie toutes ces sociétés collectives? Oui, tout à fait. Merci de poser la question. J'aurais dû le préciser. On a notre site internet énergie-partagée.org où vous retrouvez la carte de l'énergie citoyenne avec toutes les initiatives partout en France. Moi, je suis plus intéressée par l'énergie partagée parce que je suis très, très impliquée dans mon immeuble et dans mon conseil syndical. Donc, je pense pouvoir
accompagner, suivre ce projet. Mais je voulais savoir déjà à quel type d'immeuble c'était alloué. Si j'ai bien compris, si on a un toit parisien en zinc, on peut oublier. Si on a quel type de propriété, combien de lots, à partir de combien de lots ça peut être faisable. Et puis en matière de clé de répartition, parce qu'après s'il y a une PMO donc une personne qui doit gérer la suite, la clé de répartition nécessite alors un changement du règlement de copropriété ou pas du tout? Pour la PMO, donc oui, il faut que ce soit une entité qui peut être une association existante, qui peut être donc en l'occurrence, ça pourrait, comme l'avait dit Thierry, être le conseil syndical qui modifie ses statuts pour pouvoir devenir aussi PMO. Voilà. Après, ça peut aussi, donc, dans le cas d'un projet d'énergie citoyenne, la société citoyenne peut mettre en place une PMO. Donc, oui, il y a plusieurs solutions possibles.